Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Thierno Ndiaye Doss, l'artiste comédien, est décédé ce vendredi des suites d'une longue maladie. C'est à son domicile à Kaolack qu'il a rendu l'âme. Thierno Ndiaye Doss a joué dans plusieurs pièces telles que Ladjor ou Le Chemin de l'Honneur, Albouri Ndiaye. Il a tourné également dans des téléfilms et longs métrages, Kontiaroy, Tableau Ferraille, Madame Brouette, pour ne citer que cela. Mais c'est avec le film Guelwaar d'Ousmane Sembène, diffusé en 1992, qu'il a connu le succès. L'artiste comédien a été enterré cet après-midi au cimetière musulman de Léona Niassène à Kaolack. Voilà plus d'une année que Thierno Ndiaye Doss était cloué au lit. Il avait rejoint sa maison familiale à Kaolack pour recevoir des soins sanitaires. Sa situation, marquée par une précarité financière, en avait ému plus d'un. Au mois de mars, Fatou Bintou Conté s'était rendue à son domicile à Kaolack. Retour sur les derniers mois de vie d'un artiste comédien. ab joxoñ la xam ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la. Une voix à peine audible, on est loin des années où, incarnant le rôle du personnage principal dans le célèbre film de Sembène Ousmane, Guelwaar, le guerrier à la voix rauque, s'insurgeant contre l'ingérence occidentale. À la place, on a trouvé un homme presque aphone. Jom ak ngor gu nekkoon ci suñ biir. C'est ici que je suis hospitalisé à l'hôpital Touba. Après, je suis revenu à Dakar. On m'a encore hospitalisé. C'est après que je suis retourné chez moi à la maison, à Kaolack, pour me reposer. Je souffre des poumons, sans doute dû à la fatigue, mais je rends grâce à Dieu. Alité depuis une année, cet homme du 7e art dit ne pas se plaindre. Ses enfants essaient tant bien que mal de lui venir en aide, même si le chef de l'État lui a donné sa part de contribution. Moi, je ne me plains pas. Que l'on m'aide ou pas, cela m'est égal, je ne me plains pas. J'ai mes enfants, ils vivent tous à l'étranger. Un coup de fil suffit pour qu'ils règlent mes problèmes. Le président Wade m'a donné 2 millions, sa femme 2 500 000. Il suscite le pitié tant il a changé. L'interprète de Guelwaar, s'exprimant avec beaucoup de difficultés, raconte les mots du théâtre sénégalais. Je ne crois pas que le théâtre nourrisse son homme. Sur la situation actuelle du pays, Ndiaye Doss, comme on le surnomme, estime que le Sénégal a besoin d'un vrai changement. D'ailleurs, cette situation lui rappelle son célèbre téléfilm. Gis ngeen réew ci boppam bu fekkente ne li muy dunde ak di ko wodoo mu ngi ko yaakaar ci réew ni moom gis ngeen réew mooma li ko dale ci doomam ba ci ay seetaatam benn kaddu dong la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu jërëjëf coo ñoo ñàkk fayda. Guelwaar ba bañuy sangoo suuf. Guelwaar sera toujours en film d'actualité. Il dira toujours la vérité. Il y a beaucoup à faire dans ce pays. On a beaucoup à apprendre aux gens dans ce pays. Seulement, nous les artistes, nous sommes trop négligés au Sénégal. Nous les artistes. Avec à son actif plus de 57 longs métrages, 37 courts métrages et des téléfilms, Thierno Ndiaye Doss est actuellement niché au quartier d'Ndargoundao à Kaolack, où il est avec sa famille et trouve un réconfort. À 77 ans, l'artiste comédien rêve de retrouver les planches et les caméras. Un reportage de Fatou Bintou Conté réalisé au mois de mars dernier. Monsieur Thierno Ndiaye Doss, nos hommages. Et le groupe Futur Média présente ses condoléances à la famille de l'artiste comédien. On le rappelle, décédé ce vendredi à Kaolack. Que la terre de Léona Niassène lui soit légère. Nous parlons de tout à fait autre chose. Vacances gouvernementales. Le porte-parole du gouvernement apporte des précisions. Seules les réunions des conseils des ministres sont suspendues. Serigne Mbaye Thiam assure que le gouvernement continuera à répondre aux préoccupations des populations. Serigne Mbaye Thiam qui s'exprimait
En marge du séminaire gouvernemental sur la gestion des pratiques de l'État organisé par le secrétariat général du gouvernement, une rencontre axée sur 7 points dont les plus importants, le modèle sur le protocole et les usages diplomatiques, l'éthique et la déontologie de la formation gouvernementale. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de nos prochaines éditions. Nous parlons éducation à présent avec les résultats du CFE, le certificat de fin d'études élémentaires. La région de Dakar enregistre un taux de réussite de plus de 60%, indique l'inspection d'Académie de Dakar. Un taux que Seyni Wade, inspecteur adjoint, juge satisfaisant au regard de l'année scolaire marquée par beaucoup de perturbations. Seyni Wade interrogé par Birama Sawanera et Atanarba. Satisfaisant quand même parce que vous savez que le mouvement qui a secoué le système éducatif sénégalais n'a pas très touché l'élémentaire. Donc c'est généralement au niveau des lycées et des collèges qu'on a eu véritablement de grands problèmes. Mais au niveau de l'élémentaire, je pense que dans l'ensemble, les cours se sont déroulés normalement et naturellement, les résultats sont assez satisfaisants quand même. Parce que pour toute... au niveau de l'académie, nous avons donc un taux de 60,05%, donc ça montre tout simplement que dans l'ensemble, quand même, ça va. Par rapport à l'année dernière, quand même, il faut avouer qu'il y a quand même une légère baisse, parce que l'année dernière, quand même, on était aux environs, je crois, de 62%, je crois. Donc à ce niveau également, il y a une petite baisse, et là également, peut-être on pourrait justifier en tout cas cette baisse par rapport à la particularité de cette année. C'était une année où véritablement il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait les élections présidentielles. 6 mois d'accalmie et le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, hausse de nouveau le ton et les enseignants du supérieur, en conférence de presse ce matin, dénoncent des retards dans les procédures de notification de réussite aux examens du CAMES. Ils s'inquiètent de l'étroitesse de l'espace universitaire avec l'arrivée de nombreux bacheliers. Autre point d'achoppement, le non-respect du délai de livraison des logements qui en est à sa 2e phase. Compte rendu Fatou Bintou Conté, Ibou Cissé. Fini la pause, le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, reprend le chemin des revendications. Les professeurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'offusquent des retards récurrents notés dans la délivrance des arrêtés du CAMES. La coordination SAES de Dakar a constaté des retards récurrents et inacceptables notés dans la délivrance des arrêtés de nos camarades inscrits sur les listes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. La coordination SAES de Dakar déplore ce fait grave et met en garde l'autorité qui doit veiller à ce que les arrêtés soient délivrés dans les meilleurs délais. Face à la presse ce vendredi, les membres du SAES mettent en garde le gouvernement contre l'arrivée des nouveaux bacheliers, du moment que l'université peine à contenir les étudiants. Le nombre de candidats au baccalauréat 2012 s'élève à 90 748. Alors, si les taux d'admission qui généralement varient entre 35 et 40% se confirment, le nombre de bacheliers attendus sera au moins, je dis bien au moins, de 30 000. Pour prévenir les problèmes que posera leur orientation au titre de l'année académique 2012-2013, la coordination SAES de Dakar attire l'attention des autorités sur l'urgence d'augmenter la capacité d'accueil des autres universités publiques. Rejetés dans plusieurs structures hospitalières à cause des dettes accumulées, ces professeurs d'université rappellent à l'État le règlement de la dette hospitalière et la mise sur pied d'une polyclinique universitaire. Nombreux sont nos collègues qui se voient régulièrement refuser les soins dans les structures agréées par l'institution universitaire. La coordination rappelle à l'autorité le règlement à temps de la dette hospitalière pour permettre au personnel un accès aux soins. Face à tous ces mots, les enseignants du supérieur décident de se faire entendre dans les prochains jours si l'État ne réagit pas.
Et puis cet accident survenu au Mamelles, vous en découvrez les images. Un taxi a percuté les barrières qui entourent le monument de la Renaissance. Heureusement, plus de peur que de mal. Le chauffeur de taxi et son client s'en sont sortis avec de légères blessures. Pèlerinage à la Mecque, les consultations médicales pour les futurs voyageurs ont démarré depuis hier. Elles se déroulent dans les locaux du CICES. Une étape cruciale pour ceux qui doivent se rendre au lieu saint de l'islam. Les professionnels de la santé s'activent dans l'accomplissement des formalités. Ibou Diouf, Yaya Diallo. Dans le cadre du pèlerinage à la Mecque, ces musulmans ont tous compris que la visite médicale est impérative et obligatoire. Cette année, le CICES abrite les opérations. Vous savez, pour les opérations à l'étape de Dakar, on commence toujours par la visite médicale. Bon, dès que le pèlerin est apte, il pourra continuer le circuit. C'est-à-dire, il y a un guichet unique ici où il pourra verser le package qui s'élève à 2 350 000 pour cette année-ci. Ensuite, s'il n'a pas de passeport, il va acheter par exemple une quittance pour le passeport à 20 000 francs. Ensuite, il vient sur place, on va lui faire un passeport. L'objectif n'est pas de déclarer inapte un pèlerin, mais de pouvoir l'aider à garder sa forme durant tout le pèlerinage. Une équipe de professionnels de la santé est à la disposition de ces pèlerins pour assurer un bon séjour à ses fidèles. Des milliers de pèlerins à suivre médicalement, avec parfois des cas un peu complexes. Les inaptes définitifs, ce sont les malades mentaux. Un malade mental peut être dangereux pour lui-même, il peut être dangereux pour son entourage et il ne saurait exécuter les rites. Il y a quelquefois même des gens qui décompensent dans l'avion. D'autres décompensent au lieu saint. Ils perdent complètement le nord, ils perdent raison et cela, il faut les prendre à bras le corps, les traiter vraiment de façon draconienne pour obtenir le calme avec eux. Et en général, c'est en les endormissant et en leur donnant des traitements adaptés à leur pathologie. Les visites médicales font également l'affaire d'autres professionnels, comme ces photographes. Pour le pèlerinage à la Mecque, tout commence par les photos d'identité. Donc ce moment précis, c'est une traite que nous venons respecter chaque fois que le pèlerinage ouvre ses portes. Ça fait notre affaire. Effectivement, ça fait notre affaire. Cette année, ils seront quelques 10 500 pèlerins sénégalais à se rendre au lieu saint de l'islam. Et en attendant le départ, l'heure est aux formalités. Après Kaolack la semaine dernière, la direction du groupe Futur Média était ce vendredi à Touba. Vous avez pu suivre en direct la prière de 14h depuis la ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba. Le groupe Futur Média poursuit ainsi sa tournée dans les fiefs religieux pendant cette période de jeûne. Une démarche dictée par le sens de la responsabilité sociale du groupe, nous disait tout à l'heure en Wolof Mamoudou Ibrakan, PDG du groupe Futur Média. Et puis le sujet ramadan du jour quitte Dakar, direction Istanbul en observant le ramadan dans la plus grande ville turque. La communauté sénégalaise découvre de nouvelles pratiques et nos compatriotes de constater que les Turcs vivent le jeûne de manière bien différente dans cette métropole. Les croyants jeûnent et célèbrent également le caractère béni de ce mois particulier. Reportage Khalifa Diakhaté. Istanbul, au rythme du Ramadan, la conception du mois béni est loin d'une épreuve. Ici, on célèbre Dieu, le prophète Mohammed, mais des philosophies différentes amènent souvent sur le terrain manichéen. Le spectacle et les concerts ne nous intéressent pas, nous. Cela me fait penser aux propos de Serigne Cheikh Tidiane qui disait que si Dieu sous-estime la pratique de l'islam au Sénégal, il aura raté quelque chose. Il faut sortir du pays pour s'en rendre compte. Loin des prêches qui incitent à la croyance ou simplement à la pratique du ramadan par la peur, ici à Istanbul, Ramazan, pour parler comme eux, c'est un moment de fête, un moment de tolérance, de solidarité, mais surtout de partage avec les moins gâtés par la nature. Les 3000 mosquées de la métropole accueillent chaque soir, au moment de la rupture, les populations sans distinction, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, peu importe. La tradition de l'Empire ottoman est perpétuée ici chaque année. Presque dafa jéggi dayo
En termes de générosité, c'est vraiment incroyable, surtout s'ils savent que tu es musulman. Dans chaque mosquée, les policiers municipaux encadrent la rupture du jeûne. Les repas gratuits pour tous. Le Ramadan est aussi le moment privilégié pour raffermir les liens avec les pays frères musulmans. La diplomatie prend donc des couleurs chaque année à ce moment. Ce soir, les gouvernements irakiens, saoudiens, tunisiens, égyptiens, entre autres, sont conviés par les autorités d'Istanbul. La municipalité offre des concerts un peu partout dans la ville pour célébrer Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'islam et le Coran. Donc une formule plus soft par les autorités d'Istanbul pour aider les gens à jeûner et à jeûner avec plaisir. Le Ramadan à Istanbul est aussi l'occasion de formuler des prières pour les pays musulmans secoués par des conflits. Ainsi donc, des expositions de photographies sont visibles dans certains sites pour demander aux fidèles de prier pour leurs frères musulmans. Justement, par souci de générosité, Khalifa, de ce pas recevoir notre invité. Il s'agit de Adama Gaye, journaliste consultant. Avec lui, nous allons bien sûr évoquer la tournée africaine d'Hillary Clinton, tournée qui se poursuit en ce moment même, puisque la secrétaire d'État américaine était de passage ce vendredi au sud de Soudan pour évoquer les relations tendues entre Djouba et Khartoum. Alors, une tournée africaine prévue sur 11 jours. Alors, Hillary Clinton devrait se rendre dans plusieurs pays. Après Dakar, bien sûr, Hillary Clinton doit aller également en Ouganda, au Kenya, au Malawi et certainement terminer par le Ghana, puisqu'elle doit assister aux obsèques du défunt président ghanéen John Atta Mills. Monsieur Adama Gaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu que lors de son passage au Sénégal, Hillary Clinton a eu un discours très élogieux, notamment sur la portée de la démocratie sénégalaise. Alors, considérez-vous qu'elle a eu les mots justes? Je pense qu'elle a passé vraiment à côté de la plaque. Je m'attendais à ce que ce soit un discours majeur. Pourquoi? Pour refonder les relations entre les États-Unis et l'Afrique dans un contexte où il y a un besoin de refondation de ces relations, dans un contexte où les pays émergents du Sud, comme la Chine, commencent à jouer un rôle plus important avec des moyens financiers conséquents, dans un contexte où la crise financière remet en question le modèle économique et financier des pays occidentaux et l'approche néolibérale que ces pays et leurs institutions mettent en avant. Et enfin, je m'attendais que dans la tradition américaine, on sait depuis le général Marshall en 1947, George Kennan et beaucoup d'autres diplomates occidentaux, il y avait des discours majeurs. Cette fois-ci, j'ai eu l'impression d'entendre une personne qui faisait à la limite le commentaire de ce qui s'est passé au Sénégal ces dernières années, délivrant à droite et à gauche des satisfecits. En quoi son discours était décalé? Parce que quelque part, elle parle d'une démocratie vitale, et c'est le cas, puisqu'il y a quand même des changements de régime assez réguliers au Sénégal. En quoi son discours était décalé? D'autant plus qu'elle a insisté sur l'importance de la jeunesse et des femmes. Ne tombons pas dans le piège de l'autocélébration. Je vous donne un exemple de son discours. Là où elle dit, par exemple, que le Sénégal en Afrique de l'Ouest est le seul pays à n'avoir pas connu de coup d'État. C'est faux. Le Cap-Vert n'en a jamais connu et c'est un modèle démocratique où il y a eu des transitions pacifiques, où le taux de croissance économique est plus marqué, etc. Je crois qu'en l'écoutant, j'ai eu le sentiment qu'en face de moi se trouvait le représentant d'un pays qui était quelque part sur le déclin. Elle n'était pas venue avec une annonce concrète. Vous savez, aux États-Unis, on dit, quand vous convoquez une conférence de presse, you need to have announcement. Il faut que vous puissiez annoncer quoi que ce soit. Tout au plus a-t-elle pu dire que nous aidons 10 millions de francs pour contenir les problèmes de terrorisme dans le nord du Mali. Les aides qu'elle a évoquées sont celles que le président Bush, le PEPFAR et le Millennium Challenge Account existent. Là où la Chine, on le sait par exemple, a pu mettre, il y a moins d'un mois, 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards CFA. Je crois qu'il y a aujourd'hui un problème de magnitude par rapport aux besoins des pays africains en termes d'infrastructures, en termes de besoins de financement, que les États-Unis n'ont pas aujourd'hui.
En revanche, les États-Unis ont un modèle de gouvernance démocratique et de gouvernance financière à mettre en avant dont les pays africains ont besoin. Malheureusement, c'est comme si cette dame ne voulait pas parler par rapport aux autorités africaines de la nécessité de lutter contre la corruption, de remettre sur le tapis l'argent détourné par les dirigeants africains, ainsi de suite. Je crois qu'elle a voulu faire semblant que tout marche, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a des défis. Si on vous entend bien, c'est un discours un peu abstrait, avec l'absence d'annonce, comme vous le dites. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis sont un peu en retard par rapport à un pays comme la Chine, par rapport aux relations nouées avec l'Afrique? Mais il y a une course, une nouvelle compétition géoéconomique entre la Chine et les États-Unis pour le leadership géopolitique mondial aujourd'hui. Le problème du discours de Hillary Clinton, c'est que c'était un discours qui était assez abstrait, au-delà des propositions de coopération qu'elle évoque. En l'écoutant de bout en bout, la question que je me pose et que les anglophones ont l'habitude de se poser par rapport à un discours pareil, c'est « Where is the beef ?» Où se trouve le beefsteak? Où est la substance de ce discours? Et ça fait défaut. Par rapport à la fois la Chine, les pays émergents du Sud et également aux potentialités du continent africain, si l'Amérique veut se poser, elle a le potentiel d'innovation, de savoir-faire, etc., il faut qu'elle puisse parler de façon plus profonde avec les peuples et qu'elle aille au-delà du discours, n'est-ce pas, de relations publiques qu'on a cru entendre chez elle. Elle a répété l'antienne, le message de M. Clinton, de M. Barack Obama concernant la nécessité pour l'Afrique d'avoir des institutions fortes. Mais dans son discours, elle a passé son temps aussi à rappeler que j'ai rencontré tel chef d'État, on a parlé de telle chose avec le président. C'est comme si elle était tombée dans le piège des hommes forts. Très bien. Mais l'Afrique a besoin de partenaires et non de parrains. Alors justement, si on est toujours là à attendre que les États-Unis ou la Chine nous proposent des propositions de financement, est-ce que finalement on ne répond pas à cette image de l'Afrique qui tend toujours la main? Bien sûr, et c'est là qu'il y a une nécessité pour nous, Africains, de comprendre, comme on dit aux États-Unis, que la politique étrangère commence à domicile. Foreign policy begins at home. Et le développement de l'Afrique sera fait par l'Afrique. L'Afrique a 30% des ressources minières du monde, plus de 10% des ressources en hydrocarbures, et on découvre de plus en plus de pétrole sur le continent africain, plus qu'ailleurs. L'Afrique a une démographie jeune et dynamique. Elle a 54 voix qui comptent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, des taux de croissance pratiquement inégalés dans le monde, sans compter les investissements directs étrangers qui, par dizaines de milliards, affluent vers le continent africain. Ils ne viennent pas par philanthropie ou par gentillesse, parce qu'ils savent que le potentiel se trouve sur le continent. Donc ça peut être la nouvelle frontière du développement. Mais là où Mme Clinton a péché, c'est qu'elle est venue nous faire un massage de nos égos, nous donner l'impression que tout allait très bien, alors que nous savons que les populations s'ouvrent le calvaire de l'absence d'électricité, de l'eau, de manque d'infrastructures pour voyager d'un pays à un autre du continent, de ce que le leadership à la tête des États et des institutions privées laisse à désirer jusqu'à présent, et le fait qu'elle soit venue nous donner l'impression, comme certains le disent, McKinsey et autres grandes institutions anglo-saxonnes, notamment Banque mondiale, FMI, c'est une illusion qui risque de nous faire perdre de vue la nécessité d'être encore plus regardants sur le combat que nous devons mener pour les défis. Et les États-Unis ne vont pas mener quand même notre politique de développement à d'autres places. Donc du coup, est-ce que Hillary Clinton n'est pas restée à la place où elle devait être? Non, elle a fait hors sujet, à mon avis. Vous savez, elle a choisi de parler à l'université. Le cadre universitaire, c'est un cadre où il n'y a pas de barrière. Vous devez vous exprimer en roue libre, exprimer ce que vous avez à dire. Or, elle est venue passer la pommade sur le Sénégal, et ce n'est pas ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Les défis, elle n'en a pas parlé. Parce que je m'attendais à ce qu'elle nous dise, écoutez, vous avez des défis pour avoir des investisseurs, nous allons travailler. Je vous donne un exemple. Il y a moins d'un mois, elle est allée en Birmanie. Oui. Quand elle est allée en Birmanie, elle était accompagnée d'investisseurs, n'est-ce pas? Là, elle a dit, à mon retour, je vais parler aux investisseurs. Je crois fondamentalement, parce que j'ai suivi d'assez près la politique étrangère américaine, je sais que le discours que j'ai écouté n'était pas un discours à la hauteur, et je crois que le fait
qu'elle essaie de dire aux Africains, n'acceptez pas que les Chinois, entre guillemets, viennent piller vos ressources, c'est un discours qu'elle n'avait pas à nous tenir. Nous savons comment défendre nos intérêts et nous devons être de plus en plus conscients que c'est à nous à dire aux Chinois, écoutez, nous travaillons avec vous en partenaire, nous pouvons dire la même chose avec les Européens et les Américains. Le développement, je le répète, commence à domicile et c'est à nous à le faire. Merci à Adama Gueye, journaliste consultant, pour ces précisions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans les prochaines éditions avec la rédaction de la TFM, notamment demain soir avec Ndeye Fatou Niang. Excellente soirée à tous.